Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien, effectivement, il est 8h37 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse des médias et des sites d'information israéliens ce matin et tous les quotidiens. Les sites d'information reviennent, bien entendu, ce matin sur le nouveau vote scandaleux de l'UNESCO de vendredi dernier. En effet, la commission du patrimoine de l'UNESCO a voté une nouvelle résolution affirmant cette fois que le caveau des patriarches à Hebron était un site du patrimoine palestinien en danger, et ce à cause de l'occupation israélienne. La résolution qui a été déposée par les pays arabes au nom des Palestiniens a été votée par 12 pays. 3 pays s'y sont opposés, 6 autres se sont abstenus. On ne sait pas qui sont les pays qui ont voté pour ou contre, ou ceux qui se sont abstenus, car le vote était à bulletin secret. Mais on sait par contre que la composition de cette commission du patrimoine est particulièrement problématique du point de vue israélien, puisqu'elle compte des représentants de 7 pays arabes et de plusieurs pays comme le Vietnam et Cuba qui votent systématiquement contre Israël. Autre point qui a apparemment joué contre Israël, le fait que l'État hébreu ait refusé de coopérer avec une délégation de cette commission venue il y a plusieurs semaines visiter le caveau des patriarches à Hebron, de telle sorte que le rapport de cette délégation reconnaissait certes un caractère juif, mais aussi chrétien au caveau des patriarches, mais considérait Israël comme un État occupant. Réagissant au vote de cette résolution, l'ambassadeur d'Israël à l'UNESCO, Carmel Shama Cohen, a exprimé donc son mépris envers cette décision en affirmant que cette résolution avait moins d'importance que la réparation de ses problèmes sanitaires à son domicile, une manière de critiquer donc la résolution de l'ONU, de l'UNESCO. Et d'ailleurs, côté israélien, on ne cesse de minimiser l'importance d'une telle résolution. En réaction, Benjamin Netanyahou a même annoncé qu'il réduisait à nouveau d'$1 million la contribution d'Israël à l'UNESCO et qu'il avait l'intention de verser ce $1 million à la construction d'un musée du peuple juif à Kiryat Arba, la ville israélienne proche de Hebron. Cette décision a été prise en concertation avec Zeev Elkin, le ministre de Jérusalem et qui est également ministre du patrimoine juif. Il faut noter que c'est la 4e fois que Benjamin Netanyahou réduit ainsi le budget que l'État d'Israël verse annuellement à l'UNESCO. Et selon certains dirigeants israéliens, M. Netanyahou pourrait même aller plus loin en quittant l'UNESCO ou en annonçant la construction de plusieurs centaines d'unités de logement dans Kiryat Arba. Ce matin, Ari Golan, le présentateur du journal de Reshet Bet sur le nouveau consortium médiatique, a ouvert son édition en citant les versets de Bereshit, du livre de la Genèse, citant l'achat par Abraham du caveau des patriarches à l'intention des diplomates de l'UNESCO qui veulent réécrire l'histoire, a-t-il déclaré. Et le Israël Hayom, lui, emboîte le pas ce matin en montrant en première page une Bible version UNESCO et en titrant « L'ignorance absurde de l'UNESCO ». Quant à Shlomo Pietrokowski, il déplore dans son éditorial dans le Yediot Aharonot la position pas suffisamment claire d'Israël à ce sujet. Alors que les Arabes, écrit-il, et les Palestiniens savent parfaitement exprimer ce qui est important et sain pour eux, eh bien les Israéliens semblent sous-entendre qu'il n'y a pour eux rien de particulièrement sain dans le territoire israélien. En effet, à partir du moment où l'État d'Israël est prêt à débattre de la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple et sur le caveau des patriarches, eh bien il fait passer un message selon lequel ces deux sites ne lui sont pas si sains et que cela ne lui soit pas si sain que cela et qu'ils sont donc négociables, dixit Pietrokowski en page 3 de ce matin du Yediot Aharonot. Les sites d'information et le Israël Hayom reprennent ce matin le quotidien libanais Al-Akhbar et font état d'un accord proche entre Israël et le Hamas concernant la restitution des corps des 2 soldats israéliens tués durant l'opération Bordure protectrice il y a 3 ans, Ron Shaul et Hadar Goldin. Selon les termes non définitifs de cet accord, Israël accepterait de libérer 53 terroristes palestiniens du Hamas qui avaient déjà été libérés en octobre 2011 dans le cadre de l'échange ayant permis la libération de Gilad Shalit et qui depuis avaient été capturés par les forces israéliennes. Mais attention, ces 53 terroristes seraient libérés dans une première étape et uniquement en échange d'informations sur les 2 soldats ainsi que sur le civil d'origine éthiopienne Abera Mengistu qui avait pénétré dans la bande de Gaza après l'opération de l'été 2014. Dans une seconde phase, le Hamas restituerait les dépouilles mortelles des 2 soldats, mais uniquement en échange de la libération de prison de Marwan Barghouti, condamné, vous le savez, à 5 réclusions à perpétuité
et d'Ahmed Saadat, le secrétaire général du FPLP, responsable de l'assassinat en octobre 2001 du ministre du Tourisme Rehavam Zeevi. Selon le correspondant politique de Reshet Bet, Amir Bar-Shalom, il semble bien qu'il y ait un développement dans ce dossier et il en veut pour preuve le fait que l'accord dont on parle ressemble étrangement à celui qui avait permis la libération de Shalit, un accord qui était lui aussi en 2 étapes, en 2 temps. Autre preuve que quelque chose est en train probablement de se passer. Il n'y a pas de réaction officielle israélienne à cet accord, ni même de réaction du côté du Hamas. Mais Bar-Shalom admet qu'il est tout de même difficile d'en dire plus et d'affirmer qu'un tel accord va se concrétiser. Et cette incertitude, ainsi que l'hypothèse d'une libération de Barghouti, qui paraît peu probable, qui font douter d'autres médias comme le site NRG et le Yediot Aharonot, qui tous deux parlent d'intox de la part du Hamas, qui est en situation difficile et est intéressé à faire parler de lui positivement dans la conjoncture actuelle. Le Yediot Aharonot lui parle de manœuvres du mouvement terroriste et de guerre psychologique. Le Yediot cite des sources israéliennes qui affirment que l'on est encore loin d'une percée dans les pourparlers. Et même la famille Goldin a publié hier un communiqué en affirmant qu'il était interdit de jouer le jeu de la désinformation du Hamas. Fin de citation. Voilà donc pourquoi, selon certains observateurs, il convient d'être prudent et de ne pas susciter de faux espoirs afin de ne pas être déçu dans ce délicat dossier. En marge et peut-être aussi lié d'une certaine manière à ces développements, Reshet Bet annonce ce matin la rencontre prévue aujourd'hui au Caire entre le général Assisi, le président égyptien, et Mahmoud Abbas, une rencontre au cours de laquelle Abbas voudra connaître le positionnement exact de l'Égypte à la suite de l'arrangement qui a été conclu il y a 10 jours entre le Caire, le Hamas et Mohamed Dahlan, qui est le rival palestinien, on le sait, de Mahmoud Abbas. Un accord autour de l'acheminement de mazout qui a permis la réouverture de la centrale d'électricité de Gaza et indirectement a torpillé les efforts entrepris par Mahmoud Abbas pour faire pression sur le Hamas en réduisant l'électricité dans la bande de Gaza. Tout cela se déroule moins de 48 heures après le terrible attentat qui a coûté la vie dans le nord du Sinaï à 23 officiers et soldats égyptiens, un attentat qui pourrait avoir été commis par des Palestiniens de la bande de Gaza affiliés au Hamas. On le voit aussi, tout cela n'est pas encore très clair. Le second tour des primaires travaillistes se tiendra demain et ce matin, le Yediot Aharonot nous montre des photos des 2 candidats à la présidence du parti, Amir Peretz et Avi Gabay, à leur domicile pendant le Shabbat avec leurs enfants. Mais le Yediot Aharonot fournit ce matin une carte importante, celle de la répartition des députés du parti travailliste pour l'un et l'autre des candidats. On découvre ainsi qu'Yitzhak Herzog a décidé de soutenir Amir Peretz, tout comme Erel Margalit qui est arrivé 4e lors du premier tour, ce qui signifie que si leur soutien, en tout cas le soutien de Yitzhak Herzog, le président sortant, et d'Erel Margalit décide de voter pour Amir Peretz, eh bien celui-ci aura de fortes chances de l'emporter. De l'autre côté, c'est Sheli Yechimovic qui soutient Avi Gabay, tout comme Eitan Kabel et l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Le seul à ne pas avoir pris position dans ce débat est le député Omer Bar-Lev. Le site NRJ annonce que le ministre de la Défense Avigdor Lieberman pourrait revenir sur sa décision de fermer l'internat militaire religieux d'Ar Etzion, situé à Merkaz Shapira dans le centre du pays. L'an dernier, Avigdor Lieberman avait décidé de fermer les 2 internats militaires, l'internat de Haïfa pour l'ensemble des élèves et l'internat Ar Etzion pour les élèves religieux. Mais finalement, quelques mois plus tard, Lieberman s'était rétracté. Il avait décidé de laisser ouvert l'internat général de Haïfa, mais de confirmer la fermeture d'Ar Etzion. Ces dernières semaines, l'adjoint au maire de Jérusalem, Moshe Léon, qui est très proche de Lieberman, a décidé de monter au créneau pour sauver cet internat religieux créé par le Rav Chaim Druckmann, qui est considéré aujourd'hui comme le leader spirituel du sionisme religieux en Israël. Et il semble donc que son intervention ait porté ses fruits, puisqu'apparemment Lieberman aurait décidé finalement de ne pas fermer cet internat religieux. Le NRG, qui fournit l'information en exclusivité, affirme que le Rav Druckmann aurait été particulièrement ému d'apprendre la nouvelle. La session d'aujourd'hui de la commission des lois de la Knesset risque d'être particulièrement animée. En effet, à l'ordre du jour de cette commission, le débat sur la désignation des présidents de la Cour suprême. Un débat dont on parle beaucoup ce matin dans le Yediot Aharonot. Jusqu'à présent, les présidents de la Cour suprême étaient désignés en fonction de leur ancienneté au sein de la Cour suprême. Et la présidente actuelle, Myriam Nahor, prêche pour que ce système se poursuive. Mais Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, estime qu'il faut modifier ce choix et désigner le juge qui sera le plus habilité par son expérience à présider la Cour. Ceux qui s'opposent à cette proposition estiment que si le président de la Cour est choisi par un forum, entre autres de personnalités politiques, eh bien il leur sera redevable et cela risquera d'avoir des répercussions sur son jugement.
Et puis le site Ynet annonce dans sa page d'ouverture qu'Israël a conclu ces derniers jours un contrat extrêmement important d'un montant de près de 8 milliards de dollars avec la Pologne. Dans le cadre de cet accord, Israël devrait fournir à la Pologne des systèmes de défense antimissiles de type baguette magique ultra sophistiqué, un système contre des missiles de courte et moyenne portée. Le système baguette magique a été mis au point par les industries israéliennes Rafael en coordination avec les Américains. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias, après vous avoir souligné que le temps est à nouveau très chaud sur l'ensemble du territoire israélien et que la canicule est à nouveau présente sur l'ensemble du territoire, puisqu'il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Jeff Boussidan, qui est directeur de l'association de la société MyTours. Nous allons parler avec lui de tourisme et du tourisme en Israël pendant ces 2 mois de vacances. Ce sera dans quelques instants après une page musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.